Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Je vous laisse continuer un petit peu à vous connecter, à bien vous installer. On va passer, comme en fait tous les Lion Lunch quand ils sont en ligne, 1 heure ensemble pendant votre pause déj. Ce que je veux bien que vous fassiez, là devez en avoir marre pour les personnes qui viennent souvent pour les Lion Lunch, que je vous dise tout le temps ça, mais je veux bien que vous utilisiez le chat tout en bas à votre droite pour que vous nous disiez si vous nous entendez bien tous les deux, enfin avec Mathieu, vous nous voyez bien, vous voyez bien mon écran. Et si vous allez bien aussi, moi je sais qu'à titre personnel, c'est ma semaine de rentrée, donc plein de nouveaux sujets, très très excitants, mais voilà, j'espère que vous avez pu vous aussi vous reposer. Et aujourd'hui, nous allons parler de Product Research. Vous le savez parce que vous êtes inscrit pour cet événement et que vous êtes avec nous. Et nous allons être avec Mathieu, qui évolue justement en tant que Product Researcher, qui va, comme bien souvent avec Lyon, du coup, vous donner évidemment la réalité de son métier en vous parlant de, effectivement, théorie, mais aussi et surtout en vous partageant sa vision, la façon dont finalement il prend en main ce poste-là chez Maze, la boîte dans laquelle il travaille. Et ben, c'est le moment pour moi de te remercier, Mathieu, d'être avec nous. Et j'ai très hâte qu'on puisse dérouler un petit peu ce que tu nous as préparé. Merci pour l'opportunité, ça me fait très plaisir. J'adore parler de ce sujet, donc avec grand plaisir pour aider la communauté. Trop bien, merci. Et bien, je suis très contente que vous m'ayez répondu là sur ce chat. Vous m'entendez bien, donc c'est parfait. Bonjour et bienvenue tout le monde pour toutes les personnes qui continuent à se connecter. J'ai promis à Mathieu que je ne serai pas trop longue sur l'intro, surtout que je vois qu'il y a des personnes qui sont très familières déjà de Lyon parce qu'on a on a des alumni, des intervenants, intervenantes que je reconnais, Marion qui nous a dit bonjour sur le chat, et aussi des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est l'occasion déjà de me présenter moi. Vous le voyez, moi, je suis donc Annabelle. Je travaille chez Lyon, donc qui est un organisme de formation, qui est une école qui forme aux nouvelles compétences, qui sont celles finalement d'un monde en mouvement permanent, mais aussi surtout qui insuffle une sorte de vent nouveau à votre carrière. Comment? En se disant qu'en fait, tout ce monde qui bouge tout le temps, ces connaissances qui deviennent obsolètes quasi immédiatement une fois qu'on les a ingérées, ces outils qui changent tout le temps. On a ChatGPT, l'intelligence artificielle qui modifie un petit peu nos façons de travailler, de prendre en main nos postes. En fait, c'est pas forcément des choses négatives pour notre vie pro, à condition qu'on en fasse quelque chose de bien et surtout qu'on se dise qu'on peut passer à l'action. Parfois, c'est super difficile de le faire, je ne sais pas vous, mais je trouve que le collectif aide pas mal à avoir cette impulsion-là. Et justement, l'idée de Lyon, c'est de proposer des formations, mais aussi ce genre de modèles qui, du coup, sont des événements et qui sont accessibles à tous et à toutes. En fait, justement, d'avoir des personnes qui, elles, ont testé soit ce métier-là, en l'occurrence, par exemple, avec Mathieu qui est product researcher qui va nous en parler, d'autres personnes qui ont découvert un outil en fait qui nous partagent ça et évidemment dans un but d'inspiration, de savoir si effectivement peut-être que ce métier-là ou non est fait pour nous. Est-ce que cet outil-là nous semble pertinent pour l'usage qu'on pourrait en faire dans notre métier? En tout cas, l'idée, c'est de donner à voir sur le monde grâce à des personnes qui sont dedans. C'est la raison pour laquelle, c'est le cas pour aujourd'hui, mais aussi pour toute notre formation, notre pédagogie, et vraiment celle de l'apprentissage par le réel, je dirais, parce que les personnes vous partagent ce qu'elles font, mais surtout parce qu'elles sont dans le concret et que ce sont des expertes de leur domaine. Parfois aussi, elles vous partagent leurs doutes, leurs échecs, les trucs qu'elles ont moins réussi. Et voilà, il y a vraiment cette idée de vous donner à voir du monde tel qu'ils l'expérimentent pour que vous puissiez effectivement être inspiré, savoir un petit peu plus ce que vous voulez faire ou prendre en main peut-être différemment votre poste. Les programmes, je ne vais pas évidemment les détailler. Je vous ai dit que Lyon était justement sur tous ces domaines, ces domaines professionnels qui nous semblent innovants, en tout cas changer aussi la façon dont on appréhende le travail. On a une formation en growth, data, Web3, management, et je finis celle produit puisque évidemment c'est dans ce cadre-là qu'on aussi nourrit
tous ces domaines d'expertise et prend la parole sur notamment sur des événements comme celui-ci. Les formations sont sous 2 formats, donc soit en ligne à 100%. Je sais qu'il y a des intervenants justement qui sont sur ce genre de format, donc comme ça, voilà, vous pouvez venir de toute la France et rencontrer des expertes incroyables, mettre les mains dans le cambouis avec elles et eux, et aussi en présentiel, puisque du coup, on accueille aussi des gens sur notre campus à Paris. Avec Mathieu, on s'est dit que ce serait chouette de vous demander, vous, la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous. Est-ce que vous... Donc, on a mis des petites questions, mais peut-être qu'on n'a pas couvert absolument tous les métiers que vous faites et dans lesquels vous évoluez, donc n'hésitez pas à nous dire. Dites-nous dans le chat si vous êtes déjà dans le produit. Comme ça nous aide à savoir si... finalement, on va s'adresser à des personnes qui ont déjà plutôt le vocabulaire technique, savent un petit peu les modèles théoriques importants. Est-ce que vous êtes en transition vers ce métier que va vous présenter aujourd'hui Mathieu, donc de Product Researcher? Vous voulez plutôt comprendre? Est-ce que vous êtes PM? Est-ce que vous êtes juste curieuse parce que vous envisagez et avez besoin peut-être d'être convaincu en tout cas d'une transition potentielle vers cet univers? Dites-nous tous sur ce chat. Je vois que vous êtes en train de taper. Bonjour Marie et toutes les autres personnes qui se connectent. Alors, Bianca qui est User Researcher, ok. Donc déjà en poste. Jocelyn, ok, qui vient souvent à No Lion Lens. C'est chouette de voir que tu viens souvent. Actuellement développeur en formation Product Management avec Maestro. Ok, Maestro qui est une autre école du campus dont Lyon fait partie, qui s'appelle Maria Schools. Tamara, 2e année en Product Design et alternante à Pix. Ok, donc plutôt et donc peut-être que tu bosses parfois avec des Product Researchers. Ok. Marie, qui est aussi User Researcher. Noémie, ok, donc intervenante, effectivement, chez Lyon, Head of Product Design. Donc, c'est une petite adresse, ça va aussi de la recherche. Ok. Marion, User Researcher. Ok, donc déjà des personnes qui sont en poste et qui connaissent la research. Intéressant. Je vous laisse pour les autres personnes on est à peu près 30. Donc, je vous laisse les autres personnes qui ne sont pas présentées et veulent le faire nourrir le chat. Je vous répondrai. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer, d'arrêter mon partage d'écran et de laisser Mathieu vous présenter tout ce qu'il a à vous présenter. Il y a une autre personne qui s'appelle Clara qui est avec nous et qui va prendre note tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Comme ça, on pourra vous envoyer cet après-midi ou demain un espèce de condensé écrit des ressources et de tout ce qui aura été important. Donc, vous pouvez vous focus à 100% sur tout ce que Mathieu vous dit. Et moi, je reste évidemment avec vous sur le chat si vous avez des questions et qu'elles sont importantes à poser à Mathieu directement. Je le ferai, je serai votre porte-parole et votre intervieweuse. Et sinon, on se laisse du temps à la fin, vers 40, pour que vous puissiez poser absolument toutes vos questions. Mais évidemment, faites-le pendant toute la présentation. Comme ça, vous les gardez. Enfin, au moins, vous les avez posées et on les reprendra avec Mathieu. Je pense qu'on est good. Dites-moi si vous avez des questions, en tout cas sur le chat, j'y répondrai directement à l'écrit. Je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, Mathieu, je te laisse pouvoir lancer ta présentation et commencer donc cette présentation de toi, de Maze et de ton métier. Eh ben, merci pour cette introduction et pour l'opportunité de pouvoir présenter tout ça. J'ai encore accès aux questions et au chat, donc potentiellement j'y jeterai aussi un œil pendant que je fais ma présentation. Ok, trop bien, parfait. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Dix. Je suis Product Researcher chez Maze. Je suis localisé sur Nantes parce qu'il faut savoir que Maze, c'est une entreprise full remote. On est une centaine de collaborateurs dans une trentaine de pays tout autour du monde. D'habitude, c'est le moment où je vous dis un peu plus sur quel est mon métier et qu'est-ce que c'est Maze. Mais vu que c'est le sujet concret en fait de cette présentation, je vais éviter de trop vous spoiler en fait la suite et je vais vous commencer directement en fait par le parcours que j'ai pu avoir dans ma carrière professionnelle. En fait, moi, à l'origine, j'ai fait des études dans le domaine du tourisme, même si j'avais une envie et une appétence pour devenir designer web.
Mais en fait, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû m'orienter vers des études dans la région dont j'étais, et en sachant qu'il s'agissait des Sables d'Olonne. Et en fait, j'ai découvert durant mes études que j'avais des connaissances en fait dans le domaine du web, et que à cette époque-là, donc en 2010, ça avait une valeur sur le marché du travail en fait qui était considérable. Et moi, j'étais assez naïf sur ce sujet. Je l'ai découvert en fait en faisant différents stages. Et c'est comme ça que je me suis rentré en fait dans le domaine du web, et que j'ai voulu commencer à mettre petit à petit un pied dans le monde de la tech pour pouvoir aussi potentiellement un jour me rapprocher de mes premiers amours. Et donc, je me suis spécialisé dans toute la partie web marketing, et notamment dans le social media. Et donc, c'est ce qui m'a amené à Nantes, où j'ai travaillé dans une agence de pub pour monter un pôle social media, m'occuper de la partie stratégie, management des community managers, monter l'offre commerciale, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 3 ans, du coup en 2016, il y avait iAdvice, qui est une startup nantaise, qui est une startup spécialisée dans le marketing conversationnel, notamment très reconnue en fait pour son activité dans le domaine du chat, qui du coup cherchait une personne qui avait des connaissances en fait dans le domaine du social media, ce qui était mon cas. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans cette entreprise, et c'est ce que je me disais, c'est un moyen de rentrer un peu plus dans le monde de la tech tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et je suis en fait rentré par la porte du Customer Success. Donc, j'étais plutôt côté équipe client, et j'avais un premier rôle qu'on appelait d'Insight Analyst. En fait, mon objectif, c'était d'identifier l'impact des innovations du produit sur les performances directement des clients, aider à optimiser ces parties-là du produit, faire en sorte qu'il y ait une bonne santé commerciale côté client pour pouvoir aider à l'upsell et à la rétention des clients, bien entendu. Et donc, l'objectif, c'était d'aider les clients à mettre en place ces éléments-là, voir l'impact que ça avait sur leur performance, faire les retours côté produit pour leur montrer quelle était la valeur de ce qu'ils avaient pu développer, et puis surtout faire le retour de ce qui était réclamé côté utilisateur, quelles étaient leurs frictions, quels étaient leurs problèmes, leur quotidien avec ces parties-là du produit, en sachant que j'étais vraiment sur toutes les innovations en tant que telles. Et donc, en fait, sans me rendre compte, j'avais déjà un pied dans le métier de researcher, puisque j'étais au contact direct des clients, je faisais de l'analyse de données, j'étais très quanti, et en fait, je faisais surtout l'analyse sur après-lancement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, l'équipe produit a décidé en fait d'intégrer ce métier-là directement auprès des PM et des designers, parce qu'après quelques difficultés d'adoption sur certains projets, en termes d'usage et d'impact business, ils ont considéré que ça avait plus d'intérêt de faire monter son métier en amont de la définition de la solution, plutôt que de juste faire de l'analyse après la conception. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai démarré dans ce métier de product researcher, que j'ai fait en fait ensuite pendant 3 ans et demi à peu près chez iAdvice. Et puis j'étais utilisateur du coup de Maze, et c'est ce qui m'a amené en fait aujourd'hui à travailler chez Maze depuis 2 ans, puisque notamment on avait un très fort alignement, un match par rapport à la vision qu'on avait de ce métier-là, de ce domaine, de cette industrie qui est vraiment passionnante, en tous les cas, qui me passionne personnellement. Donc ça fait 2 ans que j'y suis, et je vais vous en dire un peu plus du coup sur Maze, et ensuite un peu sur mon métier et sur mon quotidien de product researcher chez Maze. Si je dois définir en fait Maze, c'est une plateforme de découverte continue qui alimente la prise de décision tout au long du cycle de développement. Donc en fait, l'idée, c'est d'aider les équipes à construire le bon produit avec vos utilisateurs, pour vos utilisateurs, du coup, en tant que tel. Sauf que ce qu'on remarque, et c'est comme ça que Maze est né à l'origine, c'est que pour les équipes produits qui font de la recherche, c'est un processus qui peut être pénible, qui peut être aussi non scalable, parce qu'on y retrouve des freins qui sont assez classiques. Alors, il y a une maturité qui gagne de plus en plus avec le temps, avec l'évolution des outils, des tendances, de la connaissance, etc. Mais en tous les cas, on peut revenir de loin en termes de matière de workflow de research, parce que parfois, ils sont absents dans les entreprises, ou alors ils sont centralisés par une équipe ou certaines personnes qui ont une bande passante, bien sûr, qui est limitée. Et du coup, ce qui peut conduire à une dépriorisation de la validation au quotidien. Et en fait, ça, c'est ce qu'il faut vraiment absolument éviter, puisqu'il n'y a rien de pire qu'en fait de mener des décisions en fait sur la base d'hypothèses personnelles. En fait, vous n'êtes pas votre utilisateur final, vous ne pouvez pas représenter de manière inclusive l'ensemble des contextes, des problèmes qui peuvent être vécus par vos utilisateurs, tant bien même vous l'utilisez et vous avez une bonne connaissance. Parfois, avoir une connaissance excessive et avoir la tête dans le guidon peut aussi amener à un regard biaisé. Et c'est important, en fait, de pouvoir intégrer les utilisateurs dans le processus de conception et mieux comprendre, en fait, leurs usages, leurs besoins, et anticiper tous les problèmes. Aussi, ce qu'on remarque en termes de recherche,
c'est que ça peut dépendre de méthodes qui sont qualitatives. Alors, quand je parle de méthodes qualitatives, c'est pas en termes de qualité et comment dire, de bonne utilisation de la donnée, mais c'est le terme qu'on utilise en research. On confronte recherche quantitative qui va donner des chiffres et la recherche qualitative qui va être verbalisée ou qui va représenter des observations et qui du coup va être représentée plutôt par de l'analyse de contenu texte, d'observations qu'on peut faire, et donc du coup qui va représenter un élément verbalisé ou écrit. Et puis c'est une approche du coup qui parfois peut être non évolutive et énergivore, parce que les entretiens utilisateurs, c'est ce qui est la méthode qualitative la plus utilisée dans les entreprises, sauf que ça prend énormément de temps à planifier, à mettre en place, pour recruter les utilisateurs, planifier les rendez-vous. Il y a ces notions en fait d'un point de vue technique aussi, de comment on met en place ces entretiens, la modération de ces entretiens, la recontextualisation des observations qui peuvent être faites, la prise de notes, la synthèse de ces prises de notes, etc. Et ça crée un contenu en fait qui est dense et qui est complexe aussi à quantifier et qui prend du temps à analyser. Donc, si vous menez 10 entretiens utilisateurs qui durent 45 minutes, 1 heure, ça veut dire du coup une dizaine d'heures à synthétiser et à rendre digeste aussi pour vos autres stakeholders. Aussi, au niveau des workflows de research, qu'on peut reprocher, c'est que parfois, ils isolent les clients des équipes produits, donc peut créer des difficultés en termes de recrutement. Et puis, aussi, certains outils qui nécessitent d'avoir une connaissance très poussée en fait, du domaine ou des budgets qui sont conséquents. Et en fait, tous ces freins, c'est ce que Maze souhaite du coup lever. Et nous, comment on imagine la product discovery? En fait, on considère qu'elle ne doit pas être forcément liée à tous ces freins et ces clichés qu'on peut connaître, puisque la research, elle peut être et la product discovery, elle peut être rapide, elle peut être orientée apprentissage, collaborative, autonome et en continu. Donc nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on vienne faciliter le quotidien des équipes produits pour pouvoir prendre les meilleures décisions et faire en sorte qu'on lève tous ces blocages qui peuvent exciter. Et ça, j'insiste sur la partie en continu, parce que des fois, on voit un déséquilibre par rapport à l'investissement de la product discovery durant le cycle de vie de l'innovation. Mais ça peut se faire dès la détection du problème, dès la compréhension, la validation du problème, la génération des solutions, la définition de ces solutions, le prototypage, durant aussi la phase d'utilisabilité, de test, de déploiement, mais aussi l'impact assessment, donc c'est-à-dire aussi voir l'impact que ça a du coup par rapport aux innovations qu'on a pu mettre en place chez nos utilisateurs en tant que tels. Et c'est un vrai paradoxe parce qu'il y a 1 an, on a fait un sondage auprès de 800 professionnels du monde du produit, un peu partout dans le monde, et 78% en fait, ils estiment que leur entreprise, elle réalise pas suffisamment de recherche et qu'elle pourrait en faire davantage. Et c'est assez marrant parce qu'on a vu aussi à quel moment ils réalisent de la recherche, et on voit qu'il y a un déséquilibre qui peut se faire entre la détection et la découverte du problème, et puis l'association par rapport à l'impact, comment c'est une fois que ça a été mis en place, une fois que ça a été développé, alors qu'on sait très bien dans ce domaine-là qu'il y a un monde différent entre ce qui existe sur le papier, ce qu'on idéalise et ce qu'on idéalise aussi en prototypage, et ce qui existe aussi sur l'existant. Donc on considère chez Maze que la product discovery elle doit se faire à toute étape du cycle de vie du développement et qu'elle peut forcément aussi se faire de manière efficace. Parce que parmi les contraintes qui sont évoquées sur le fait que les entreprises ne réalisent pas suffisamment de recherche, la première, c'est la notion du temps, des budgets, le recrutement et l'outillage. Et c'est en ça que nous, on a cet objectif, c'est de faire en sorte qu'on lève tous ces freins et qu'on facilite ce quotidien en termes de product discovery. Donc notre objectif, c'est d'être une plateforme end-to-end et de faire en sorte qu'on répond à tous vos besoins possibles en matière de recherche, que ce soit sur du test de prototype, de l'interview utilisateur, des reporting, des méthodes de recherche plus poussées telles que les card sorting, enfin le tree cart, les sondages, le 5-second testing, tree testing, et même aussi tester votre propre site web. Nous, on estime qu'on est là pour vous aider absolument sur tous les aspects, aussi sur le recrutement, etc., la partie reporting qui sont vraiment importantes, et faire gagner du temps, parce que ça ne devrait pas en fait prendre autant de temps de faire de la recherche. Donc je ne vais pas vous faire une démo très complète du produit, je vais essayer de passer le plus rapidement pour qu'on puisse aller directement aussi sur quelle est ma situation en tant que product researcher et puis pouvoir répondre aussi à vos questions. Mais Maze, en fait, ça vous permet de tester vos prototypes, votre site web, vos concepts, vos hypothèses, votre connaissance client, d'être intégré avec d'autres outils, notamment sur les outils de prototypage, tels que Figma, qui est le plus utilisé, bien entendu, sur le marché, Adobe XD, InVision, etc.
Et on permet aussi de s'intégrer aussi sur votre site web. Donc, si vous voulez tester l'utilisabilité de votre site web, si vous voulez collecter des feedbacks, collecter la perception de valeur, etc., c'est aussi possible avec des tests d'utilisabilité, mais aussi avec du micro-survey qui peut s'intégrer directement sur votre site web. La valeur ajoutée aussi de Maze, c'est que vous pouvez gérer vos utilisateurs, faciliter le recrutement. On a aussi un système de panel, on est intégré avec des panélistes qui sont spécialisés dans le domaine. Et puis surtout, la très forte valeur ajoutée qu'on a, c'est d'automatiser le reporting, faire en sorte que vous ne perdiez pas de temps sur la quantification de l'information, de pouvoir tout traquer, la navigation de l'utilisateur, le temps qui passe, le taux de réussite qu'il peut avoir sur les exercices, la répartition sur les blocs de sondage, etc., tel que vous pouvez le connaître avec d'autres outils. Donc je passe, vous pouvez regarder à tête reposée, on vous donnera la présentation sans problème. Mais l'idée, c'est qu'on puisse vous aider notamment à générer des heatmaps, par exemple, à enregistrer les utilisateurs en vidéo quand ils naviguent dans le prototype, par exemple, quand ils réalisent un exercice que vous avez pu leur donner, puisque tout se fait à distance. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser en modéré, et d'ailleurs, on intègre des notions d'interview utilisateur et d'analyse interview. Ça arrive petit à petit dans notre outil en tant que tel. Tout est collaboratif, vous pouvez commenter, partager, ajouter des notes, etc. Bien entendu, aussi dans les reporting. Au niveau de ma situation, donc comme vous avez pu le voir, en fait, c'est une situation un peu méta pour moi, parce que du coup, je suis product researcher pour un outil qui aide à faire la discovery, à faire de la product research en tant que tel. Donc c'est une situation qui est un peu unique pour moi, puisque je suis à la fois l'utilisateur, mais aussi celui qui aide les équipes à façonner en fait l'outil pour des personnes qui font des missions et en tous les cas qui peuvent avoir un quotidien similaire à celui que je peux avoir. Notamment, ça, c'est ce qu'on appelle le dogfooding. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme. Si vous pouvez rechercher assez facilement sur Google, vous pourrez notamment tomber en fait, sur cet article du New York Times. En fait, c'est un terme qui est utilisé dans la tech américaine pour évoquer le fait que vous utilisiez en fait, votre propre outil. Donc, on est notre propre utilisateur. On utilise d'ailleurs quasiment exclusivement que notre outil pour faire de la recherche. Il peut arriver qu'il y ait quelques exceptions, notamment sur la partie Product Analytics, ce genre de choses, où on va utiliser d'autres outils. Je vais en parler un peu plus tard, mais sur la gestion de connaissances aussi, on utilise un outil comme Notion, par exemple, qui est un outil qui est plus global au terme de l'entreprise. Mais moi, dans mes missions de researcher, sinon, je me force, et je ne me force pas vraiment dans le sens où c'est un outil qui est très pratique pour moi, j'ai accès à toutes les fonctionnalités, mais d'une certaine manière, même si j'ai des frictions, j'essaie de me forcer à utiliser du coup l'outil, parce que ça me permet aussi de mieux empathiser et d'avoir, du coup, me mettre dans la peau de l'utilisateur pour mieux comprendre aussi quelle est sa situation. Donc, c'est vraiment une situation qui est marrante à ce côté utilisation, mais aussi d'aider à façonner l'outil. Et plus on va améliorer l'outil, plus on va aussi améliorer mon quotidien de product researcher et aussi ma productivité à l'avenir en tant que tel. Alors, vous avez pu le remarquer aussi, je parle souvent de product researcher pour identifier mon terme, parce que c'est toujours l'intitulé de poste que j'ai pu avoir, que ce soit chez iAdvise ou chez Maze. On peut parler de user researcher, d'UX researcher, comme on a pu le voir aussi dans le chat un peu plus tôt. Il peut y avoir des différences. Après, ce qui peut être évoqué, c'est que c'est un débat qu'on retrouve aussi avec UI, UX designer et product designer. Normalement, il existe des subtilités. Il peut y avoir certains amalgames qui sont faits par certaines personnes. Ça dépend aussi des maturités du marché, de l'entreprise, etc. Mais normalement, il existe quelques subtilités. Et c'est ce que j'ai pu évoquer à la fois avec d'autres personnes qui étaient plus expérimentées sur ce domaine. Et c'est ce qui a pu aussi être défini par rapport à mes intitulés de poste en tant que tel. Déjà, le user researcher, ce n'est pas un métier en fait qui est nouveau, qui n'est pas juste lié à la tech. C'est normalement une personne qui doit se concentrer sur la bonne compréhension des utilisateurs et de leurs besoins. Et on parle bien souvent du UX researcher parce qu'on est sur des produits tech, etc., et qui intègrent aussi la notion d'expérience. Donc, en plus de la notion d'utilisateur et de leurs besoins, normalement, l'UX researcher, il doit aussi intégrer la compréhension de la façon dont ils perçoivent et interagissent avec un produit. Donc, quand je parle d'ils, bien sûr, c'est les utilisateurs en tant que tels. Et la différence, en fait, qu'on fait avec le métier de product researcher, c'est qu'elle va au-delà de l'expérience utilisateur, elle comprend aussi l'analyse du marché, la tarification, la priorisation des fonctionnalités, la viabilité commerciale, etc. Et tout ce qu'on peut voir et évoquer aussi avec un métier de product manager. Et c'est aussi dans ces différences qu'on voit la différence entre product owner, product manager, etc. Donc, c'est tous ces penchants du métier qui font qu'on était amené à cette nomination par rapport à mon intitulé de poste. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que chez Maze, je suis directement dans l'organigramme articulé autour de l'équipe des product managers. Vous pouvez accéder à l'organigramme de Maze via l'outil The Org. J'ai mis l'URL si vous le souhaitez.
En fait, je suis vraiment directement dans cette équipe parce que je suis très proche d'eux et je vais notamment beaucoup intervenir sur la partie discovery, la partie potentiel business, la notion de valeur. Je vais évoquer un peu plus tard les différences entre les différents métiers, mais c'est là-dessus que je vais plutôt intervenir. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé chez Maze, en fait, le directeur produit de l'époque avait évoqué que pour lui, j'étais comme un PM, sauf que du coup, j'ai pas de décision à prendre sur quelle fonctionnalité et sur la décision après côté développement, etc. Mais par contre, j'ai les mêmes notions en termes de tout ce qui est préparation du terrain pour aider à la priorisation et la prise de décision sur les meilleures évolutions possibles du produit. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je suis le seul researcher, entre guillemets, du coup, chez Maze. Alors, on pourrait très bien se dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Puisque même si je suis le seul researcher, je considère qu'il y a de nombreuses personnes qui font de la recherche. Donc, c'est le terme qu'on utilise, qui est PWDR. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est cette personne. C'est le fait que les product managers, les designers, les ingénieurs, ou même les customer facing people, c'est-à-dire les CSM, les commerciaux, les équipes support technique, etc., font de la recherche utilisateur. Et moi, c'est quelque chose que je prône, c'est la démocratisation de la recherche. Elle ne doit pas forcément être silotée et responsabilisée uniquement par les personnes qui sont expertes. Elles peuvent être accompagnées, bien entendu, elles peuvent monter en compétences, bien entendu, par rapport à ces personnes, mais indirectement, toutes les personnes dans une équipe produit ou dans une entreprise qui est orientée utilisateur fait de la recherche utilisateur d'une certaine manière. Et ça, c'est important à prendre en considération parce que l'avantage que j'ai aussi chez Maze par rapport à ma situation, c'est que souvent le rôle de researcher, je ne sais pas si vous y retrouverez dans le chat, c'est un rôle aussi d'activiste, d'aller faire du lobbying pour démontrer en quoi la recherche elle a un impact fort sur les décisions du produit et sur l'impact business que ça peut avoir. Ici, chez Maze, tout le monde est convaincu en fait de la valeur que ça la délivre, puisque c'est ce que nous, on délivre et qu'on essaie de prôner et d'évangéliser aussi sur le marché. Donc ça, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est que je passe très peu de temps à convaincre mes collaborateurs à faire de la recherche utilisateur et la faire de manière efficace parce qu'ils sont déjà bien montés en compétences, ils ont une bonne connaissance de ce domaine dans lequel, du coup, on essaye d'être les pionniers en tant que tel. Donc, j'ai une double casquette chez Maze. J'ai une casquette où je vais conduire de la recherche, donc mener de la recherche avec des méthodes qualitatives, quantitatives, tactiques ou stratégiques. Bien entendu, c'est la plupart du temps d'un point de vue stratégique, et c'est aussi pour ça que je collabore beaucoup avec le leadership et aussi avec les PM concernés. Et puis, une autre casquette qui va être d'aider à scaler la research, faire en sorte que du coup, elle soit facilitée, donc accompagner les personnes qui font la recherche pour monter en compétences et challenger aussi leurs pratiques, et faciliter les processus pour les automatiser notamment, et faire en sorte qu'on fasse la meilleure recherche possible en tant que telle. Mais si je dois résumer l'essence même de mon métier, et c'est comme ça que j'essaie de le définir auprès des personnes, même qui ne sont pas forcément des aficionados ou des moldus, on va dire, du produit, c'est d'aider mes collaborateurs à prendre les meilleures décisions concernant l'évolution du produit. En fait, tout est question à chaque fois de prendre des décisions sur le risque et la clarté d'un problème qu'on peut avoir. Plus on a une meilleure connaissance d'un problème, plus il est facile en fait de passer vite du coup à l'action et à développer les meilleures solutions. On parle souvent du time to market, mais chez Maze, on prône le time to write. C'est le fait de pouvoir aller le plus rapidement possible vers la meilleure solution possible et notamment d'être plus rapide que ses concurrents. Et c'est là en fait où mon métier il va intervenir, c'est aider les équipes à faire en sorte que la clarté du problème elle soit la plus haute possible et la plus efficace. Après, en termes de risque qu'on a par rapport à ce qu'on veut implémenter dans le produit, on va décider le type de méthode, le niveau d'engagement de recherche qu'on va pouvoir faire, etc. Donc, même si je suis researcher, je considère que la research, elle n'est pas forcément automatique et à faire absolument tout le temps en fonction du problème et du niveau de détail qu'il peut y avoir. Par contre, elle est empirique. C'est-à-dire, vous avez forcément déjà de la connaissance à disposition via les analytics, via du contenu qui a déjà été identifié et aussi provenant de précédentes recherches. Après, tout est un jeu d'équilibre entre comment on essaie de faire en sorte que ce niveau de connaissance il soit le plus haut possible pour qu'on prenne le moins de risques possible par rapport aux décisions qu'on va prendre. Et c'est là, en fait, où on parle souvent du trio de product manager, product designer, lead engineer, et où chacun va prendre des décisions sur les risques en tant que tels des facettes de ce métier. Le PM plutôt sur la partie business et la partie valeur, le product designer aussi sur la partie valeur, mais aussi sur la partie utilisabilité, le lead engineer sur la partie faisabilité technique en tant que tel. Et c'est vraiment ce jeu d'équilibre entre ces différents penchants. Chez Maze, nous, on utilise un framework qui est celui du Opportunity Solution Trees. On va penser d'abord résultat et du coup l'outcome que ça va apporter pour nos utilisateurs et pour nous.
Et on va en distinguer différentes opportunités et ensuite des solutions et des fonctionnalités de manière plus détaillée. Et en fait, ce qui est intéressant chez nous, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'opportunité, donc tout est fait donc sur chacune des étapes de cet arbre décisionnel, c'est fait par le trio, lead engineer, product designer, product manager, mais ceux qui sont décisionnaires final, sur la partie opportunity, ça va être les product managers, et puis sur la partie solution, ça va être du coup les designers en tant que tels. Mon rôle aussi, comme je vous disais, c'est de faciliter les process et de scaler la recherche chez Maze pour qu'elle soit faite de manière la plus efficace possible. Donc nous, on utilise Notion pour pouvoir centraliser toute notre connaissance d'entreprise. Et c'est là aussi on va utiliser du coup notre Research Repository, où on va y mettre toute l'organisation d'un point de vue opérationnel, mais aussi en termes de connaissances et d'insights qui vont être générés concernant nos actions de recherche. C'est ici que je vais y mettre aussi toute notre roadmap, notre priorisation des sujets, tout ce qui est recherche secondaire aussi, qui ne provient pas forcément de Maze, toutes les notions d'analytics, l'analyse concurrentielle, etc. C'est vraiment la centralisation de toute notre information en tant que telle. Je vais mettre en place aussi des systèmes de templates pour faire en sorte que chaque personne qui veut faire la recherche, qu'elle soit dans l'équipe produit ou même ailleurs, on a même des personnes côté marketing, côté CSM et autres qui font de la recherche utilisateur, ça peut arriver, puissent du coup faire des plans de recherche et bien conduire leur méthodologie de manière efficace en suivant une procédure et des templates, et notamment ce que j'appelle aussi les playbooks, le fait qu'on ait vraiment un guide tutoriel expliqué en détail pour faire en sorte que même une personne qui a moins de connaissances dans ce domaine puisse monter en compétences, apprendre de l'expertise que je puisse essayer d'enseigner chez Maze pour pouvoir mener à bien des interviews, des surveys, des tests d'utilisabilité, et toute autre méthodologie qui puisse aider, bien entendu, à prendre les meilleures décisions possibles. Et puis, cette connaissance que je propose aussi en interne, elle aide aussi en externe. Donc, il y a pas mal de contenu aussi que vous pouvez retrouver à votre disposition. Alors, bien sûr, dans notre Help Center, si vous êtes des utilisateurs de Maze, mais aussi sur notre blog où on partage énormément de contenu. On a des guides qui sont vraiment extrêmement détaillés. Et même avant d'être chez Maze, j'adorais vraiment les guides qu'ils pouvaient proposer, qui étaient très denses. Mais c'est quelque chose qu'on continue d'améliorer constamment, et donc aussi que j'aide à contribuer en tant que tel. On propose aussi des ressources en open source, comme la banque de questions. On a une banque de questions de plus de 350 questions pour vous aider en fait à vous inspirer et à poser les bonnes questions, et ce qui est un élément qui est crucial aussi pour pouvoir apprendre de manière la plus efficace possible. Ou alors des études qu'on peut parler. Donc, je vous ai cité des précédents chiffres tout à l'heure, mais par exemple, la dernière étude qu'on a mis en place, c'est sur la maturité des équipes produits en matière de research. On a en fait avec Dalia, la Head of Research de Miro, mais aussi avec Behzad Srijani, qui est l'ancien Research Ops de Slack et qui est le fondateur de Yet Another Studio. On a collaboré ensemble pour pouvoir identifier les 5 grandes étapes de maturité des équipes produits et qui expliquent qu'est-ce que ça représente ce niveau 1, 2, 3, 4, 5, quel est l'impact sur votre entreprise, sur différents types de KPI, mais aussi vous aider à passer à l'étape supérieure avec vraiment des éléments d'action qui peuvent vous aider vraiment à continuer à évoluer et à gagner en maturité en matière de recherche. On a un système de quiz aussi, si vous voulez le faire, ça dure quelques minutes. Vous remplissez et ça vous aide à savoir dans quel niveau vous êtes et savoir quelles sont les prochaines étapes qui peuvent vous aider à gagner en compétences. Voilà, donc si vous voulez plus de ressources, il ne faut pas hésiter à aller sur notre blog, sur nos systèmes de guide, etc. Vous pourrez y retrouver pas mal d'informations. Voilà de mon côté. Questions-réponses, je vois qu'il y a pas mal du coup de questions qui ont déjà été posées, donc je peux en prendre quelques-unes déjà de ce que j'ai pu voir. Oui, carrément. Et merci beaucoup, Mathieu. Et n'hésitez pas à continuer. Vous l'avez fait pendant toute cette présentation, super. S'il y en a d'autres qui vous viennent, peut-être à finalement cette meilleure lecture de ce qu'est ce métier, ou même sur Maze ou sur les précédentes expériences de Mathieu, n'hésitez pas. En tout cas, du coup, Mathieu, je te laisse reprendre les... Alors, je pense que la première question, c'était, il me semble, juste après Johan, oui, de Jocelyn. Quel est le processus pour recruter des participants aux recherches? Alors, pour moi, il me faudrait plus de contexte pour pouvoir répondre à cette question. Si c'est par rapport à comment nous, on recrute nos utilisateurs, ou si c'est, via Maze, comment on permet de recruter des utilisateurs. Donc, nous, on utilise notre propre outil. Donc, déjà, je vais expliquer un petit peu comment on fait de manière potentielle avec Maze.
On fait appel à nos propres utilisateurs, bien entendu. Donc là, on peut communiquer avec eux, que ce soit par mail, via les Customer Facing People, en fonction aussi de leur niveau d'engagement qu'ils peuvent avoir avec notre produit. On va les recruter sur la base du coup d'usage de notre produit aussi pour pouvoir les segmenter et pouvoir aussi diversifier les ressources qu'on peut avoir pour être sûr qu'on ait une ressource variée ou au contraire qui soit centralisée en fonction du problème qu'on souhaite résoudre. On peut les contacter, du coup, nous, on a une partie de notre produit, on permet d'envoyer des campagnes email en fait directement aux utilisateurs qui sont ajoutés dans la plateforme. Il est possible de générer un lien que vous pouvez partager comme vous le souhaitez, que ce soit dans une communauté Slack, c'est ce que il nous arrive de faire via des publicités sur les réseaux sociaux. Tout dépend en fait de votre profil et de qui vous cherchez à toucher, bien entendu, entre B2B, B2C, etc. En tout cas, vous avez ce lien que vous pouvez partager comme vous le souhaitez. On a un système de prompt, en fait, un message qui peut s'afficher directement sur notre site web. C'est ce que nous, on utilise aussi beaucoup, c'est-à-dire pousser directement dans l'usage du produit et dire, bah, voilà, si cet utilisateur, il a réalisé telle ou telle action, on lui affiche ce message et ensuite, il peut accéder du coup à nos tests en tant que tel. Et puis, il y a la notion du recrutement. Nous, on utilise des panels qui sont spécialisés dans le B2B et qui peuvent nous aider à recruter certains profils. Mais du coup, après, chez Maze aussi, comme je le disais, on est associé avec des panels qui permettent de faire du recrutement sur la base de différents critères. Super, merci beaucoup Mathieu pour cette réponse. Jocelyn, dis-nous si c'est plus clair pour toi du coup. Ok, merci, top, ben, parfait. Juste après Jocelyn, c'était Angéline. Est-ce que tu peux donner des exemples de use case et de valeur apportée? Donc je pense que c'était au moment de la démo Maze. En fait, comme je disais, nous, on peut intervenir, on peut faire de la recherche à tout moment du cycle de vie de l'innovation. Tu peux le faire dès la détection du problème et de l'opportunité et améliorer la connaissance de tes utilisateurs avec des notions de sondage, par exemple. Quand on est sur la génération de concepts, ça peut se faire de manière très tôt. Déjà, ne serait-ce que pitcher un concept, ça permet déjà, sans même pas tomber directement dans le maquettage et dans la solution, mais pitcher un concept, une idée, l'aider à la prioriser aussi avec des utilisateurs, etc. C'est tout à fait envisageable. Ensuite, on peut aller directement dans du test de concept, ça peut aller même dans du preference testing. En fait, tout est possible d'imaginer pour pouvoir du coup confronter différents concepts et voir celui qui performe le mieux, que ce soit en A/B testing ou autre, c'est carrément envisageable. Tester bien sûr du wireframe, du prototype à moyenne ou haute fidélité. Alors avec les outils aujourd'hui, on a tendance à faire de la très haute fidélité en tant que telle. Et puis après, on permet de faire du test d'utilisabilité sur du site web. Donc pendant le déploiement, ça peut être fait sur une pré-prod par exemple. Une fois lancé, ça peut être fait directement sur le site web. On permet de lancer des prompts aussi, comme je disais. Donc si tu veux demander aux utilisateurs de noter une expérience ou collecter des feedbacks durant une phase de bêta par exemple, c'est envisageable. En fait, c'est possible de s'intégrer sur tout un tas de cas d'usage. C'est difficile de tout donner dans un temps imparti comme celui-ci. Mais en tous les cas, nous, on l'utilise à tout cycle de vie d'une innovation, même pour définir le nom d'une fonctionnalité, tester de l'X-Writing aussi pendant la phase de prototypage pour être sûr qu'on utilise les bons mots pour que ce soit bien compris par l'utilisateur. On utilise aussi notre propre outil en fait pour faire ça. Et c'est là où c'est fort et que j'apprécie en fait d'utiliser l'outil, c'est que du coup, je peux l'utiliser à tout moment en fait de mes étapes de l'innovation produit. Il y a des questions sur la notion de dogfooding et est-ce qu'il y a un risque à être juge et parti? Bien sûr qu'il y a un risque. Et en fait, ça, je le prends en considération. Comme je disais, moi, je ne considère pas être notre utilisateur. Donc, j'apprécie l'empathie qui est plus forte, bien entendu. Pour moi, c'est plus facile de me mettre dans la peau de l'utilisateur parce que je connais en fait leur situation parce que j'ai pu les vivre par le passé, mais je suis aussi au quotidien de personnes qui vivent ce métier, etc. Donc, je fais partie de leur pair en tant que tel. Donc oui, il peut y avoir un biais et c'est important et c'est aussi pour ça qu'on travaille de manière collaborative aussi chez Maze. C'est pour s'assurer que du coup, on ne tombe pas trop vite dans la solution, qu'on identifie bien et qu'on éclaire chaque étape aussi de création d'une innovation. Et surtout, on essaie de varier du coup les ressources de ces insights qu'on peut avoir via nos études de recherche. On essaie de faire un maximum de triangulation, de varier
les profils aussi qui nous permettent de redonner ces informations. En fait, c'est comme une enquête. Plus on a de concordance, plus du coup, on peut avoir confiance dans les résultats. Et aussi, on fait beaucoup de quantitatifs. Et donc, à travers le quantitatif, on a plus de répondants et donc aussi plus de confiance dans les résultats. Donc, la vraie notion, c'est la variété, la triangulation et du coup, la quantité. Tout ça nous aide, bien sûr, à le faire. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, mais dans les templates qu'on utilise, on essaie de le faire de manière collaborative. J'essaie de mettre en place le framework du CSD. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Nissol Norman Group sur le sujet, mais en fait, c'est le fait de dire que vous avez des certainties, donc des preuves existantes qui vont démontrer en fait des choses sur lesquelles vous êtes sûr à 100%. Donc là, l'idée, c'est de poser sur la table toutes nos preuves qu'on peut avoir sur le sujet et d'où ça vient en termes de source, quelle est la fiabilité de ces informations, etc. Les doutes qu'on peut avoir, donc c'est supposition. Donc, les hypothèses qu'on peut avoir personnelles sur le sujet et sur les choses, on n'est pas sûr à 100%, mais on a quand même une certaine hypothèse. Et puis ensuite, les doutes. Et en fait, tout cet alignement et cette collaboration, déjà, quand on parle des hypothèses, ça permet de mettre le doigt sur, OK, vers quoi on pourrait être biaisé et on pourrait s'orienter. Et l'idée, c'est essayer d'aller à l'encontre de ces biais et de faire en sorte qu'on ne va pas trop vite dans les hypothèses que nous, on a déjà prédéfinies en amont. Donc, toute cette notion de collaboration, preuve, hypothèse, doute, nous aide en fait à identifier un gap de connaissances. Et ce gap de connaissances, c'est ce qui nous permet de définir quelle méthodologie de recherche on va avoir, puisqu'on veut apporter des réponses à ces questions-là. Pour le business model, donc c'est un système d'abonnement, du coup pour Maze. C'est un outil qui est freemium, donc il est possible d'utiliser de manière gratuite, avec des limites bien sûr dans les fonctionnalités, mais vous pouvez assez facilement l'utiliser en self-service, donc payer avec votre carte bancaire pour pouvoir utiliser les fonctionnalités payantes. Et puis vous avez accès à d'autres fonctionnalités encore plus payantes et encore plus d'usage si vous passez sur un modèle supérieur en tant que tel. Le product researcher dans le product trio, où est-ce qu'il est? Alors en fait, ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise et c'est vraiment une très bonne question. On parle tout le temps du product trio parce que déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises en fait qui n'ont pas de researcher dédié aussi. Et ça, il faut en avoir conscience, notamment en France, c'est quelque chose au final qui se développe de plus en plus. On gagne en maturité sur le sujet, mais on sent quand même que c'est un métier en termes de spécialité d'expertise qui manque de maturité. Alors après, en maturité de recherche et d'usage, je trouve qu'on est quand même très bien, on n'a pas à rougir en France sur le sujet, mais par contre, d'avoir des personnes qui sont dédiées sur ce métier, c'est quelque chose qui est quand même plus rare par rapport aux autres métiers que j'ai pu évoquer, qui sont bien sûr PM designer, lead engineer. Et en fait, là où ils se retrouvent dans le trio, en fait, moi, je n'ai pas de décision à prendre sur le produit, et c'est aussi en ça que du coup, on évite aussi un peu les biais parfois. C'est que du coup, moi, j'ai aucun conflit d'intérêt. En fait, moi, je fais que être un support pour aider ce trio-là à avoir la meilleure compréhension du problème et prendre le moins de risques possible sur leurs décisions. Donc après, en fonction du coup des entreprises, le researcher, il peut être plus orienté design, plus orienté PM. J'en connais assez peu qui sont orientés techniques, mais ça pourrait tout à fait exister. Nous, chez Maze, je vais plutôt être avec les PM. Je vais aussi aider sur la définition des solutions côté designer. Mais par exemple, ils ont une très forte expertise sur les tests d'utilisabilité, par exemple. Donc, je vais assez peu intervenir là-dessus. Donc, en fait, tout dépend après du contexte de l'entreprise, du maturité et du type de méthode que vous pouvez mettre en place, etc. En tous les cas, chez Maze, comme je l'ai montré dans l'organigramme, je suis vraiment avec les PM parce que je suis très orienté discovery, notamment très orienté recherche stratégique. Est-ce que le terme product research est un obstacle à l'innovation? Alors, je ne vois pas en quoi ça serait vraiment un obstacle. Après, moi, je parle de product researcher, mais c'est vrai que le terme qu'on utilise, c'est plutôt product discovery, après de manière globale. Alors après, il y a plein de terminologies qui sont évoquées. Comme j'ai expliqué, c'est un peu comme les notions d'intitulé de poste, etc. Il peut y avoir pas mal d'amalgames en fonction des personnes, même peut-être parmi vous, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec les définitions que j'ai pu évoquer. Chacun peut s'en faire sa définition. Après, ce qui est concret, c'est le terrain et les actions que vous pouvez mener. Donc moi, je ne vois pas du tout ça comme un obstacle à l'innovation. Au contraire, c'est un sujet qui doit favoriser l'innovation en tant que tel. Est-ce que le rôle parvient à être agnostique et de la solution ou le product researcher reste orienté solution? Alors non, en fait, le product research, moi en tout cas, quand je fais de la product discovery, je suis pas... Déjà, j'essaie d'orienter le problème, parce que plus on a une meilleure connaissance du problème, plus on va être amené à apporter les meilleures solutions. Mais comme j'expliquais, la research, elle peut intervenir aussi à différents moments en fait, du cycle de vie de l'innovation. Donc, que ce soit de la détection de l'opportunité, la compréhension du problème,
jusqu'à après la définition des solutions, les affiner, les sélectionner, les tester, que ce soit en phase de prototype ou sur l'après. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un quart d'heure, donc moi je peux en parler pendant des heures, donc j'ai aucun souci avec ça. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur comment ça fonctionne chez Mez, sur des parties de notre produit, sur mon métier, mais Je vous laisse évidemment taper, mais moi j'avais une question, Mathieu, qui peut-être du coup vous relancera vous. Tu as dit à un moment donné que qu'il y avait effectivement un enjeu de pas du tout sillonner cette fonction de recherche Mm. et de se dire qu'en fait ça pouvait être l'apanage de plusieurs métiers et que c'était pas spécialement un sujet chez Maïs parce que tout le monde avait cette culture-là. Ouais. Est-ce que c'était un sujet dans ta précédente expérience, auquel cas comment est-ce que tu vois, t'en parles avec, entre guillemets, la bonne pédagogie? Ce serait quoi tes conseils pour les personnes qui nous écoutent et pour qui ce serait justement un sujet de acculturer, convaincre et finalement amener à soi, en fait, tu vois, avec les meilleurs arguments, les personnes vers ce sujet-là, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est un problème que beaucoup de researchers du coup Ouais. ont. Encore Mhm. plus dans ces temps incertains dans le milieu de la tech. On l'a vu dans les vagues de licenciements qui ont pu être faits dans certains pays et autres, que parfois les researchers, ils étaient en première ligne. Et du coup, ça peut faire mal parce qu'on pourrait se dire, voilà, est-ce que la bonne compréhension de la valeur ajoutée de ce métier, elle est prise en considération? Et c'est un mélange de tout, en fait. C'est un mélange de contexte économique, c'est un mélange aussi d'évangélisation qui peut être faite, de spécialité, etc. Déjà, il y a plusieurs types de researchers. Il y a des gens qui viennent, comme je disais, c'est pas un métier nouveau. D'ailleurs, moi, ma première expérience avec le monde de la research, j'avais 6 ans et j'ai fait des tests utilisateurs avec Lego. Et on m'avait poussé un spot publicitaire Lego, on m'avait demandé de donner mon avis sur le sujet. J'avais testé des jouets en exclusivité, etc. Donc, c'est pas ce qui m'a amené à faire ce métier. En fait, j'y ai repensé que très tard après. Mais c'est pour évoquer aussi que c'est pas un métier qui est nouveau. C'est pas lié juste au monde de la tech et aux nouvelles technologies Oui. qu'on peut l'avoir. Donc, c'est chacun s'en fait son sujet. Donc, il y a des researchers aussi qui ont une vision très académique, avec une recherche très scientifique, etc., très Mhm. etc. Et puis d'autres qui ont une vision très démocratisée, c'est-à-dire que la recherche peut être menée par tout le monde. Et moi, j'avoue, c'est aussi pour ça que ça matchait bien aussi avec May, c'est que moi, je considère que nous, notre rôle en tant qu'outil, c'est d'aider à la démocratisation de la recherche et qu'elle ne soit pas uniquement maintenue, Oui. utilisée par des gens qui sont spécialisés, parce que déjà, il y a une réalité marché, c'est que c'est compliqué d'avoir des gens et investir de l'argent dans des métiers dont c'est la spécialisation. Donc ça, c'est une réalité économique. Et aussi, plus on est à mieux connaître ses compétences et l'impact de la recherche, plus c'est facile en fait de gagner en maturité et donc de travailler en équipe. Pour moi, c'est un sport d'équipe. Ça ne doit pas être juste fait Oui. par des researchers. Et d'ailleurs, souvent, l'erreur que peuvent faire certains researchers, c'est d'aller faire ce lobbying et de se battre avec tout le monde et du coup d'essayer à tout prix de démontrer la valeur que ça peut avoir et de ne pas trouver le bon discours et les éléments qui vont convaincre du coup les personnes. Donc il faut savoir aussi déjà comment votre entreprise elle fonctionne, dans quel contexte elle est. Et comme je disais, c'est un jeu d'équilibre pour prendre des décisions avec la meilleure clarté possible, pour pouvoir prendre le moins de risques possible. Donc quand on parle de prise de décision, et déjà il faut identifier qui prend les décisions en fait dans l'entreprise. Quels sont les éléments qui les aident à prendre ces décisions? À quelle fréquence? À quelle rapidité ils prennent des décisions? En fonction du répondant, quel est le type de décision il peut prendre? De quelle matière ils ont besoin pour pouvoir prendre ces décisions? Ou qu'est-ce qui leur parle en tant que tel pour pouvoir prendre ces décisions? Et parfois, le rôle du researcher, c'est d'essayer de trouver ces mécanismes pour pouvoir s'adapter, d'être un caméléon et pour pouvoir parler le même langage, pour vraiment être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Le défaut aussi qu'il peut y avoir, c'est tout de suite penser retour sur investissement. Qu'est-ce que ça m'apporte en termes d'investissement, d'argent, etc. J'ai parlé des notions business, ça c'est important, bien sûr, à prendre en considération. Et je me rends compte que je l'avais évoqué dans ces slides, mais je ne l'ai pas dit à l'oral. Il y a une question aussi qu'il faut se poser aussi, c'est le retour sur non-investissement. Quel risque vous êtes prêt à prendre si vous prenez une mauvaise décision produit? Parce qu'en fait, ce qui coûte à une entreprise, c'est de retravailler et de redévelopper des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Quand on est dans une entreprise tech, on a toujours la volonté de toujours aller vers le futur, le prochain projet, ce qui va nous aider à nous distinguer de la concurrence, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est de construire le meilleur produit le plus rapidement possible et éviter de retravailler sur des choses qui sont existantes
et de créer de la complexité qui va créer de la frustration et donc du churn, etc. et donc de la perte de business. Donc le retour sur un investissement, c'est de savoir sur une prise de décision d'innovation produit, quel risque vous êtes prêt à prendre. C'est un pari en fait que vous prenez. Si vous ne faites pas de recherche et si vous n'améliorez pas votre connaissance du problème et la clarté de ce problème, ça veut dire que vous prenez un pari. Prendre des raccourcis, des fois, ça fonctionne. Ça peut marcher en fait et ça peut aider à aller plus vite. Mais un raccourci, ça peut mener aussi vers une voie sans issue. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. C'est pour ça que je parle souvent du retour sur un investissement. C'est une question d'assurance et de dérisquer les prises de décision. J'aimais bien, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une intervention de Brice Potegal, qui est product manager chez Doctolib. Et il évoquait qu'il avait fait le calcul de sa feature team, combien a coûté à Doctolib sur un an. Il avait estimé ça à 900 000 euros, ce qui veut dire 200 000 euros sur un trimestre, et ce qui veut dire 40 000 euros sur un sprint. Et c'est à mettre un peu en perspective, c'est-à-dire que est-ce que je suis prêt à miser 40 000 euros sur mon sprint pour retravailler, du coup, peut-être potentiellement sur cette fonctionnalité, qu'il va peut-être falloir que je revienne à zéro. C'est là où parfois les entreprises ont mis sur la research parce qu'elles ont eu un impact négatif. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Advise, un projet qui a eu très peu d'adoption produit. Quand on met en perspective ce que ça a coûté en termes d'investissement, ça fait mal. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai été repositionné. Alors, sans aller jusqu'à l'impact négatif, moi, ce que je conseille, c'est de trouver les bons discours et ce qui va aider, du coup, à créer ce déclic et l'électrochoc chez les personnes. C'était Chloé de chez Mano Mano à une époque qui faisait des popcorn sessions où elle montrait en fait des replays de sessions d'utilisateurs et elle disait que c'était incroyable parce que les ingénieurs, quand ils voient, ils disent oui, ça fonctionne bien, etc. Et qu'en fait, quand ils voient devant eux une session d'utilisateur où on a un utilisateur qui met plusieurs minutes à réaliser une action qui est très simple, ça crée un malaise en fait. Et ce malaise, il se dit bon en fait, on n'a peut-être pas délivré la meilleure expérience que ce qu'on imaginait. Il y a la réalité entre ce qui est sur le papier et ce qu'on essaie d'idéaliser sur l'avant-conception, ce qui est la réalité une fois mis en place. Je crois qu'il y avait des questions, mais si tu analyses un peu du coup le manque d'adoption qu'il y a eu pour un produit que vous aviez, une fonctionnalité que vous aviez lancée chez Advise dans ta précédente expérience, tu dirais que c'est notamment parce que les utilisateurs, utilisatrices n'ont pas été suffisamment, ou en tout cas pas suffisamment en amont, contactés, ou peut-être mal. C'est quoi un peu le retour d'expérience que tu aurais à faire sur ce truc-là, si tu en as évidemment? J'ai vécu à plusieurs fois des différents types. Enfin, après, c'est à différents niveaux. Là, je parlais d'un projet en tant que tel. Je pense que c'est parce qu'il y avait un non-alignement entre ce qui étaient les attentes et aussi comment on percevait le produit côté du coup client et tel qu'il était imaginé côté entreprise avec sa vision et là où elle voulait amener du coup le produit. Donc je pense qu'il y avait une incohérence entre ce qui était la réalité et comment les gens l'utilisaient et ce qu'ils aspiraient et ce que du coup l'entreprise souhaitait réellement. Après, il y a plein de choses différentes. J'ai déjà vu par exemple une création de friction utilisateur parce qu'il y avait un discours qui était apporté pendant la vente ou un discours même chez des clients qui était différente. J'avais une anecdote par exemple où je voyais souvent un problème utilisateur, une demande de fonctionnalité qui revenait souvent sur un certain client et j'avais vu qu'ils venaient tous du coup d'un pays. Et j'avais trouvé ça très surprenant. Je me suis dit, il y a peut-être un pattern d'un point de vue culturel, etc. Et en fait, en creusant un peu, j'ai découvert en faisant de l'observation que c'était lié à un discours qui était apporté par une personne qui était CSM sur cette partie-là du produit, qui avait eu une petite incompréhension sur ce que délivrait le produit, donc créer une frustration pour les clients une fois qu'ils l'avaient. Et donc, ça pouvait créer une incompréhension, une autre perception de valeur, etc. Et donc, créer cette frustration. Donc, ça peut être quelque chose de très minime comme ça, et même dans la compréhension. Quand on faisait des tests du X-Writing, par exemple, chez Advise, on se rendait compte que le serait-ce que changer un nom, parfois sur un élément d'interface de la fonctionnalité, ça permettait de décupler la productivité. Et donc là, c'est hyper intéressant. On se rend bien compte que regarder notre produit à travers les yeux d'une autre personne qui a un regard neuf, qui va être notre potentiel utilisateur, ça permet de changer la perspective et d'anticiper les problèmes. Et plus on anticipe les problèmes, plus ça évite de retravailler. Et parfois même une petite différence dans l'architecture d'une information ou dans l'architecture d'une solution peut créer des grosses conséquences en termes
d'impact sur les performances. Et ça, j'ai déjà vu, par exemple, sur des projets où on se dit, bon, bah, on n'a pas anticipé ça, donc il faut qu'on rebosse sur la structure de la fonctionnalité, mais vu qu'on retravaille sur la structure, c'est tout reprendre à zéro. Et ça, c'est un investissement qui est coûteux, alors que si on avait déjà anticipé ce petit truc, on se dit, bah mince, on aurait pu éviter de perdre de l'argent. Vraiment, et c'est vrai que ce que je retiens, et c'est souvent ça, du coup, quand les personnes qui évoluent en research nous partagent un peu leur réalité, etc., c'est que finalement, et c'est surtout vrai en produit, que confronter, alors le réel c'est peut-être un peu fort, mais du coup les personnes qui en fait vont être vos potentiels utilisateurs, utilisatrices, c'est absolument clé, et qu'en fait il n'y a rien qui juste sort de votre chapeau, ou en tant que concepteur, ou juste participant à cette construction du produit, mais qu'en fait, aller sur le terrain et construire avec les gens qui vont potentiellement utiliser le produit ou le service, c'est absolument fondamental, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye, nous, de faire à travers ces événements-là, mais aussi dans toute notre pédagogie. Je parle de Lyon, mais c'est aussi vrai pour les autres écoles de chez nous. C'est parce que vous mettez les mains dans le cambouis, mais surtout que c'est très réel, qu'en fait, vous allez vous rendre compte de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans votre produit ou votre service, d'ailleurs, mais etc. Il y a 2 questions. Alors, il me semble que c'était Marion. Oui, Marion et Samuel. Pour toi, Mathieu, donc, qui donne les sujets à creuser en product research? Comment ils ressortent, sont déterminés? Comment avoir un sponsor? Alors, très bonne question. En fait, chez May, ça peut venir de plusieurs personnes différentes. Ça peut venir des équipes produits, bien entendu. Donc, en premier lieu, principalement les product managers. Il y a des sujets qui peuvent venir. Mais en fait, c'est pas des sujets qui... Alors, il peut y avoir des suggestions d'idées, une opportunité qu'on imagine. Mais en fait, c'est surtout basé sur les demandes et les retours qu'on a avec les utilisateurs. Vu qu'on est tout le temps à faire de la recherche en continu, on identifie, on observe des tendances d'usage, on observe des vocabulaires, on observe aussi du coup des choses qui ne sont pas forcément liées au sujet de recherche qu'on est en train de faire, mais qui peut être liées à d'autres éléments de notre produit, les synergies qu'il peut y avoir. Et donc, on détecte vraiment les retours qu'on peut avoir côté utilisateur. Donc là, ça peut être côté PM, côté designer. Bien entendu, ils vont identifier des éléments par rapport aux recherches qu'ils peuvent faire et le contact qu'ils ont avec les utilisateurs. Mais aussi, on fait on analyse ce qu'on appelle la voix de l'utilisateur, la customer voice. Donc, on traque tous les besoins, tous les problèmes utilisateurs qui nous sont évoqués, que ce soit dans nos études de recherche, mais aussi les éléments qui sont partagés côté customer facing people, donc les commerciaux, les CSM, les équipes support technique. Tout ça est traqué. Alors, bien souvent, quand il s'agit de ce qui est vocalisé par nos utilisateurs, ils vont souvent aller dans la solution, ils vont nous demander ce qu'on appelle des feature requests, donc des requêtes de nouvelles fonctionnalités. Mais à chaque fois, on va essayer de le remettre en question, le mettre en perspective, comprendre et analyser le contexte pour ne pas tomber directement dans la solution, mais comprendre, parce que un problème utilisateur, il peut être répondu par plusieurs solutions, et une solution peut répondre à plusieurs problèmes utilisateurs. Donc, on a toute cette analyse et ce monitoring de la voix de l'utilisateur. Et puis, après, bien sûr, je peux pousser des sujets en tant que tel, de mon côté, au même titre que les PM ou les designers, parce que je suis en contact avec les utilisateurs. Donc, tout ça est un jeu de priorisation qui est fait, et c'est le leadership qui va le décider, à la fois, du coup, avec les PM et moi, sur là où on va investir la recherche, en sachant que tout le monde fait de la recherche, comme je le disais. Et donc, du coup, les PM vont identifier les sujets qui les concernent, les designers de leur côté aussi, en sachant qu'ils vont souvent faire de la recherche à tout cycle de vie de l'innovation. Et moi, je vais essayer aussi d'apporter mes propres sujets, bien entendu, pour faciliter du coup la bonne connaissance de l'industrie et des utilisateurs. Et donc tout ça, en fait, est un jeu d'équilibriste, et trouver aussi à quel niveau moi je suis engagé. Alors ça répond aussi à la question de Samuel, c'est que je suis le seul researcher, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que je ne peux pas être là à 100% sur tous les sujets. Donc j'essaye d'identifier différents niveaux d'engagement, c'est-à-dire les sujets que je lead de A à Z. Il y a les sujets collaboratifs où je suis avec le PM, le designer, principalement pour les aider à collaborer et les aider à mener en place la research. Et l'engagement qu'on appelle le coaching, où je vais plutôt avoir des touch points avec eux, des points de meeting, pour pouvoir challenger ce qu'ils peuvent mettre en place et avoir un regard un peu extérieur sur les actions de recherche qu'ils peuvent mettre.
Alors, il y a eu Mathieu. Mathieu, en fait, j'étais en train de te répondre à l'écrit, mais je peux te le faire à l'oral. Oui, il va y avoir un replay que je vais vous envoyer cet après-midi et probablement demain matin, l'article dont je vous parlais en début de session. Il y avait Kalimat et Marion qui avaient une question, et je crois qu'il y avait aussi une question sur l'IA. Oui, voilà, de Angéline. Combien de temps pouvons-nous avoir pour passer de PO à Product Researcher? Je reviens aussi sur la dernière question de Marion, parce que c'est la continuité avec ce que je disais. Ah oui, C'est pas forcément que le leadership. Enfin, alors quand je parle de leadership, je parle de direction produit et design. C'est pas le leadership qui a la décision finale, mais m'aide à identifier, moi, en tant que researcher, quel niveau d'engagement je dois avoir sur les sujets. Par contre, les PM, les designers sont autonomes sur quelle recherche ils creusent et quels sujets ils peuvent avoir, parce que c'est un jeu de trio, comme je disais, entre PM, designer et lead engineer. Et donc, s'ils ils identifient qu'ils manquent de connaissances et qu'ils doivent délivrer des solutions, tout le jeu de la priorisation sur les fonctionnalités, il est fait avec ce trio-là, le leadership. Et moi, j'aide en support juste pour aider à la clarification. Donc après, si tu parles juste de la priorisation des sujets de recherche, chacun est autonome là-dessus. Après, le leadership va m'aider pour mieux investir mon temps, puisque vu que je suis le seul, c'est important qu'on investisse la research dans les sujets les plus stratégiques. Et puis je décide aussi, j'ai aussi mon rôle à dire pour dire, bon voilà, on a une bonne connaissance sur ce sujet, j'ai moins de valeur ajoutée sur ce sujet-là. Sur la question des retours utilisateurs de la Customer Voice pour que ce soit écouté et pris en compte par le produit, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de voir quels sont les éléments de langage qui parlent à ces personnes-là, pas hésiter à diversifier du coup les informations, illustrer les propos avec directement la mise en relation avec les utilisateurs, partager des extraits vidéo, des citations, partager des chiffres, aider, si c'est plutôt le business qui parle, aider aussi à quantifier d'un point de vue monétaire, évoquer tout un tas de choses qui puissent aider à convaincre. Là-dessus, c'est dur de donner une recette magique, ça dépend de chaque contexte et de chaque personne. Si vous cherchez à convaincre quelqu'un, il faut lui parler son langage. Par contre, ça, c'est vraiment le conseil clé. L'utilisation de l'IA, donc nous, on intègre de l'IA de plus en plus dans notre produit pour notamment aider sur la partie reporting, aider à mieux écrire les questions, parce qu'on sait que parfois, chez les personnes qui sont non-researchers, ils peuvent écrire des questions qui peuvent être un peu biaisées, ce genre de choses. Donc, on aide en fait à intégrer un peu plus d'IA sur notre produit. On a aussi intégré l'IA pour poser des questions, ce qu'on appelle de follow-up, d'approfondissement, c'est-à-dire souvent le problème avec les sondages et les interviews, on peut creuser, on peut parler à la personne et rebondir sur ce qu'elle a dit. Et dans les sondages, on ne peut pas le faire. Et donc, nous, on a essayé de mixer un peu les deux et de proposer un système qui, avec l'IA, permet de poser des questions d'approfondissement en fonction de la réponse précédente de l'utilisateur, pour éviter de juste couvrir la surface du problème, mais essayer de l'approfondir un peu plus. Et comme vous auriez pu le faire, du coup, avec du qualitatif et de l'interview, sauf que là, vous pouvez bénéficier du sondage et donc le pousser à plus de personnes et donc avoir plus de résultats et plus d'approfondissement en tant que tel. Donc oui, l'IA peut aider. Après, c'est un sujet vaste. Vu le temps qu'on a, ce sera impossible de tout évoquer. Mais déjà, nous, dans notre produit, voilà comment on l'intègre. Et c'est vraiment, il y a plein d'opportunités. L'IA ne va pas remplacer les researchers. Par contre, c'est un outil, c'est comme un exosquelette. C'est ce qui va vous aider aussi à gagner en rapidité, en efficacité, bien entendu. Super. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Donc, vous pouvez poser vos dernières questions. Ah, voilà, c'était bien le cas, parfait. Pour creuser sur ce sujet de l'IA et des questions de follow-up, est-ce déjà live? C'est live, c'est disponible, si je ne me trompe pas, pour ceux qui ont la fonctionnalité, enfin, qui ont le modèle payant de Maze. Mais en tous les cas, sauf erreur de ma part, c'est vraiment ça. En tous les cas, c'est live, c'est déjà disponible. Ça peut être testé sans problème. En tout cas, là, on arrive, je vois qu'on est aussi sur la fin du temps, mais s'il y a la moindre question que vous avez et si vous souhaitez me contacter, je reste hyper disponible. Je suis toujours preneur de parler avec des gens parce qu'en fait, c'est là aussi la situation méta elle est intéressante pour moi, c'est que plus je parle à des personnes du produit, plus ça m'aide aussi dans mon quotidien et à ouvrir mes chakras. Donc, je suis toujours prêt à aider, toujours prêt à partager mon expérience et aussi parce que j'ai vécu ce rôle parfois que certains researchers peuvent avoir ou les aficionados de la research peuvent avoir, d'essayer d'évangéliser et du coup de faire ce lobbying. Je sais à quel point des fois ça peut être complexe et à quel point des fois on peut se sentir isolé. Donc moi je suis toujours prêt à aider et à prendre du temps pour les gens. Donc si vous avez des questions, besoin de quoi que ce soit, pas hésiter à me contacter sur LinkedIn.
j'avais partagé du coup en tout début de présentation le lien de mon profil. Mais c'est tout à fait envisageable. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer par là. Trop bien, c'est exactement ce que j'allais dire et je me demandais le canal du coup sur lequel tu préférais. Je vous mettrai, Mathieu, tu disais que tu allais partager ta presse, je vous mettrai le lien vers la presse dans ce petit mail qu'on vous prépare et aussi du coup le lien vers le profil de Mathieu si effectivement vous voulez poursuivre la discussion. Mathieu, toi, j'ai une toute petite dernière question plutôt côté inspi. Tu nous as mentionné 2 personnes qui, toi, t'inspiraient ou en tout cas te permettaient de nourrir aussi ta réflexion sur le produit, mais aussi ton métier. Clara de chez Mano Mano sur la recherche utilisateur et Brice qui est PM chez Docto. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu voudrais nous mentionner qui t'inspirent ou que tu suis de près ou de loin parce qu'elles permettent de revoir un peu tes façons de faire et que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, il y a plein de personnes que je pourrais citer, bien entendu. Alors déjà, il y a une personne qui est incontournable que je peux que citer, c'est Behzad Sijrani, qui est du coup mon mentor chez Maze. Donc il travaille pas chez Maze, mais je l'ai en tant que mentor et qui m'aide toutes les semaines à du coup changer de perspective, me faire bénéficier de son expérience, etc. Qui est le fondateur de Yet Another Studio, comme je disais. En fait, il était researcher chez Meta et il était surtout le Head of Research Ops chez Slack. Donc vraiment une personne incroyable. Dès que vous pouvez, je vous invite du coup à suivre ses interventions. C'est quelqu'un de vraiment très inspirant dans ce domaine-là. Je pourrais citer bien entendu aussi une personne qui a influencé beaucoup de monde dans la research, qui est Teresa Torres. Je vous invite tout le monde du produit à lire son livre qui est du coup Continuous Research, Continuous Product Discovery Habits, quelque chose comme ça, Continuous Research Habits, il me semble. Mais en tout cas, Teresa Torres, incroyable aussi en termes de conseils qu'elle peut apporter. Et son livre, c'est vraiment... moi, je le conseille à tout le monde, pour toute personne du produit, dès qu'il démarre, en tout cas, cette sensibilité. Et puis après, il y en a plein d'autres. Si je peux me permettre de faire un petit coup de pub. Bien sûr. Il y a en septembre, là, durant le mois de septembre, donc ça arrive très vite, on propose, nous, un système de conférences qui s'appelle les DiscoConf. Donc disco, c'est un petit jeu de mots avec la Discovery. Donc les DiscoConf qui sont gratuites en remote et avec plein d'intervenants qui sont très très intéressants. Alors je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez voir les intervenants et quelques sujets, mais moi j'ai pu voir quelques aperçus et ça donne très très envie. En tous les cas, c'est gratuit et c'est plein de personnes qui sont dans ce domaine-là, qui vont vous partager leur domaine d'expertise. Et donc voilà, donc nous, c'est un événement qu'on essaye de mettre en place tous les ans. Et je vous invite vraiment à vous inscrire parce que c'est vraiment top. Trop bien, merci beaucoup Mathieu. Et Marion, je ne sais pas si tu as vu, Marion m'a dit que la DiscoConf était déjà dans son agenda. Parfait. Trop bien. Eh ben, merci. Est-ce que tu peux repartager ici le nom de ton mentor, please? Behzad Sijrani. Alors, je peux... Voilà, quelqu'un de top, vraiment. Trop bien. Il a mis en place, il fait partie aussi de Reforge, pour ceux qui connaissent du coup, les cours. Donc vraiment une personne qui est très, 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 très fort dans son domaine en tout cas. Trop bien. Merci beaucoup tout le monde sur le chat d'avoir été aussi actif et active, d'avoir posé autant de questions. Mathieu, d'avoir partagé tout ce que tu voyais chez Maze et nous aider un petit peu à comprendre ce que c'était justement cet outil et comment est-ce que vous faisiez dans votre organisation. Je vous laisse maintenant à la fin de votre pause-déj et je vous souhaite une très très bonne journée. À très vite. Au revoir tout le monde. Merci pour l'opportunité et à très bientôt à tout le monde. Salut Ciao. Mathieu, merci beaucoup. Salut.